Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Hello les filles, comment allez-vous depuis 2 mois? C'est vrai que je n'ai pas fait d'épisode ces 2 derniers mois, ni rien d'autre d'ailleurs en ce qui concerne mon entreprise. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça n'allait pas, vraiment pas, et oui, ça arrive. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Disons que dans une période déjà assez complexe de fatigue mentale, c'est rajouté un problème de plus, à savoir la santé de ma fille qui a été malade pendant 2 semaines et on ne savait pas ce que c'était. Avec 2 passages aux urgences de 7 heures en moyenne et après 10 jours et 5 médecins, on a enfin su et on a pu traiter. Aujourd'hui, ça va mieux. Elle a quand même mis 2 bonnes semaines de plus pour retrouver la forme, mais elle a pu retourner à l'école pour finir son année. Et c'était donc une couche supplémentaire sur la multitude de couches déjà présentes. Et puis, il y a aussi le chantier de la maison à terminer. Alors voilà, j'ai fait un choix pour moi, pour ma santé mentale et physique, et j'ai donc mis sur pause. Maintenant, je vais mieux et je suis ravie de revenir ici, justement avec ce sujet. Comment on rebondit quand ça ne va pas? Alors, je pense que c'est un sujet important, d'autant plus quand on travaille seul chez soi en entrepreneur. Pour moi déjà, parce qu'il n'y a pas de patron qui vous attend au bureau et que quand on est indépendante, on manque peut-être de cette obligation, entre guillemets, de pointer au boulot. Bien sûr qu'on a des obligations de générer du revenu, tout bêtement, pour en vivre. Mais là, je parle de personnes extérieures qui vous tirent à défaut de vous pousser. Et quand on est indépendante, c'est parfois compliqué, dans des moments de grosse baisse de régime, de trouver la force de se tirer soi-même vers le haut ou de se pousser au cul, comme vous voulez, le tout avec bienveillance. La première chose, c'est de comprendre la baisse de motivation. Donc on commence par explorer les raisons pour lesquelles on peut ressentir une baisse de motivation. C'est vraiment important de comprendre ces causes pour pouvoir y remédier efficacement. La motivation, c'est quand même un élément clé de la performance et de notre bien-être. Elle peut être influencée par une multitude de facteurs. Des facteurs externes, des facteurs internes, bien sûr. Les facteurs externes, c'est les éléments de notre environnement qui peuvent influencer notre état d'esprit et notre motivation, comme la situation familiale avec les responsabilités et potentiellement des conflits. Il y a bien sûr le stress professionnel avec une charge de travail parfois trop élevée, des délais serrés, un environnement de travail négatif qui nous pèse. Et puis il y a aussi le contexte social et économique, parce que même si on n'est pas une accro des infos sur BFM, on vit quand même dans la société au quotidien et on voit bien ce qui se passe. Les facteurs internes sont ceux qui proviennent de nous-mêmes, incluant notre état mental et émotionnel. Je parle ici de la fatigue mentale liée à une surcharge cognitive, une surcharge mentale élevée et ou de la prise de décision constante. Et il y a aussi la fatigue émotionnelle, due à des émotions pas très sympas et qui peuvent durer dans le temps, comme l'anxiété, la tristesse ou la frustration, mais également parce qu'on a du mal à trouver des moments de calme. Et puis pour finir, on peut aussi manquer de clarté et de direction quand on n'a pas d'objectif clair ou qu'on a trop d'objectifs, ou bien le sentiment d'être bloqué, de ne pas avancer. Tout ça contribue à la baisse de motivation. Pour ma part, je dirais que le facteur externe
fut ma fille et sa maladie, et en facteur interne, le doute et l'impuissance face à l'ignorance de ce qu'elle avait. Ces deux facteurs s'ajoutant à la pile déjà existante des autres facteurs externes et internes que je ne vais pas développer ici, ça prendrait trop de temps. Et puis, ma psy est là pour ça. Alors, comment on fait? Les recherches en psychologie positive et en motivation nous offrent des pistes pour renforcer notre résilience et notre capacité à avancer, même quand tout semble aller mal. La compétence clé, c'est la résilience. Pour avancer malgré les difficultés, c'est un des meilleurs atouts. La résilience nous permet non seulement de survivre aux adversités, mais aussi de nous en sortir plus fortes. Alors, c'est quoi la résilience? La résilience, c'est la capacité à rebondir après des épreuves, à s'adapter aux défis et à se réinventer après des revers. Elle ne signifie pas une absence de difficultés ou de souffrance, mais plutôt la capacité à les surmonter de manière constructive. Dans le domaine de la recherche, les travaux de Martin Seligman sont reconnus. En tant que pionnier de la psychologie positive, il définit la résilience comme une compétence que l'on peut développer. Ces recherches montrent que la résilience est fortement liée à notre bien-être général et à notre capacité à trouver un sens et un but dans la vie. D'autres études publiées ont révélé que les personnes ayant une forte résilience utilisent souvent des stratégies d'adaptation pour faire face, telles que la recherche de soutien social, la planification proactive, plutôt que des stratégies d'évitement, mais aussi que les personnes résilientes sont capables de transformer des expériences négatives en opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Mais passons au concret. Je vais vous proposer des pratiques concrètes pour développer sa résilience. En premier, cultiver une attitude positive. Je le dis et je le crois foncièrement aujourd'hui, la pratique de la gratitude est importante. Alors on peut la pratiquer par exemple en tenant un journal de gratitude où on note chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissante. C'est vrai que c'est puissant. La gratitude aide à renforcer une perspective positive, même dans les moments difficiles. Le monsieur dont j'ai parlé avant, Martin Seligman, parle d'optimisme appris, qui consiste à interpréter les événements de manière constructive. Par exemple, au lieu de voir un échec comme une preuve d'incapacité, le considérer comme une opportunité d'apprentissage. C'est pas toujours évident, mais justement, ça s'apprend. En deuxième, développer des relations positives avec du soutien social. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes. Partager ces expériences avec des amis ou des membres de la famille peut offrir un soutien émotionnel et des perspectives différentes. En troisième, adopter des stratégies d'adaptation active. On peut utiliser la planification proactive. Quand on fait face à un défi, on élabore un plan d'action. On découpe le problème en étapes gérables et on avance petit à petit, des petits pas. On passe aussi en mode recherche de solutions. Plutôt que de se focaliser sur les aspects négatifs, on se concentre sur ce qu'on peut contrôler et les actions qu'on peut entreprendre pour améliorer la situation. En quatrième, ça paraît bateau, mais c'est tellement vrai, maintenir une bonne santé physique. En faisant de l'exercice régulièrement, ça réduit le stress et améliore l'humeur. Même de courtes promenades peuvent faire une grande différence. Bien dormir aussi. Et je le redis, même si ça peut sembler évident. Et en cinquième et dernier, des pratiques de mindfulness et méditation. Ça aussi, j'en suis convaincue et je le pratique. La méditation aide à calmer l'esprit et à se recentrer. Quelques minutes chaque jour peuvent suffire. La pleine conscience est une belle technique car en étant pleinement présent dans l'instant, cela peut réduire le stress et augmenter la résilience. Personnellement, plus ça va, plus je pratique le fait de revenir à l'instant présent pour faire baisser le brouhaha dans ma tête. Dans le cas de ma fille, sur ces dernières semaines, ça m'évitait de partir en vrille, de revenir à l'instant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour elle? Être là, la rassurer, lui changer les idées. Et pour moi, c'était prendre ce temps-là sans culpabiliser. Je suis là où je dois être en ce moment. Point. En comprenant ce qu'est la résilience et en adoptant des pratiques concrètes pour la renforcer, nous pouvons mieux naviguer à travers les périodes difficiles. Comme l'indiquent les recherches de Martin Seligman et d'autres experts, développer la résilience est un processus actif qui implique de cultiver des attitudes positives, de chercher du soutien social et d'adopter des stratégies d'adaptation efficaces, de maintenir une bonne santé physique et de pratiquer
le mindfulness. Tout ça, c'est très bien, mais c'est important surtout de se rappeler qu'on a le droit de ne pas aller bien et qu'on a le droit de demander de l'aide. Et parfois, ça passe par une aide médicale. Je n'ai pas honte de le dire, j'en parle même très librement. J'ai actuellement un traitement qui m'aide ponctuellement à passer ce cap difficile. Et je vois aussi une psy. Je suis bien soutenue et suivie à ce niveau-là, et c'est pour ça que je remonte la pente aujourd'hui. Il est hors de question que je revive un burn-out, j'en ai déjà 2 à mon actif, ça suffit. J'en ai retenu le devoir de prendre soin de moi et de ne plus ignorer les signaux. Alors, s'il vous plaît, les filles, prenez soin de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une surprise pour l'été et j'ai trop hâte de vous en parler. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!